Je m'appelle Claire et j'ai 72 ans. Je vous parle depuis Portland, en Oregon, où j'ai vécu pendant plus de 4 décennies. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir d'où vous regardez ceci. Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ce que je vais partager n'est pas facile à raconter. Il s'agit de la différence entre la famille que l'on élève et la famille que l'on choisit. Je me suis marié jeune, à 23 ans, fraîchement sorti de l'école de secrétariat, complètement amoureuse de Robert Henderson. Il travaillait dans la gestion du bois, et nous avons construit une vie ensemble dans une modeste maison de 3 chambres dans un quartier où tout le monde connaissait le nom de tout le monde. Nous avons eu 2 fils. Daniel est arrivé le premier, puis Andrew 3 ans plus tard. J'ai quitté mon travail pour les élever, ce qui était la norme à l'époque. Robert travaillait de longues heures, partant souvent avant le lever du soleil. Je m'occupais de tout à la maison. La cuisine, le ménage, les rendez-vous chez le médecin, les réunions parents-professeurs, les fêtes d'anniversaire, les fièvres nocturnes, les difficultés avec les devoirs, les chagrins d'amour d'adolescent, tout cela. J'adorais être mère. Je me suis entièrement consacré à ces garçons. Daniel voulait jouer au hockey. J'ai pris du travail de retouche à domicile, veillant tard pour ourler les pantalons des voisins. Andrew avait besoin d'un tuteur en mathématiques. J'ai travaillé les week-ends dans des vide-greniers, vendant des objets de famille pour le payer. Quand ils ont voulu aller à l'université, Robert et moi avons contracté des prêts que nous mettrions des années à rembourser. Daniel est allé à l'université de Washington. Andrew a choisi l'université d'État de San Diego. Les premiers diplômés universitaires de nos 2 familles. Nous y sommes arrivés, même si cela a signifié retarder la retraite de Robert de 5 ans. Je me souviens d'être dans la chambre de Daniel le premier jour, essayant de ne pas pleurer. « Tu as bien fait, maman », m'a-t-il dit en me serrant dans ses bras. « Je ne serais pas là sans toi. » Ces mots signifiaient tout pour moi. Robert est mort il y a 11 ans. Crise cardiaque à 64 ans. Une minute, il riait de quelque chose à la télévision, la minute d'après, il se tenait la poitrine. Parti avant l'arrivée de l'ambulance. Les garçons sont venus à l'enterrement. Ils étaient convenablement tristes, m'ont serré dans leurs bras, m'ont dit qu'ils seraient là pour moi. Daniel vivait alors à Seattle, travaillant dans la technologie. Andrew avait déménagé en Californie, quelque chose dans l'immobilier. Après l'enterrement, ils sont restés 2 jours. Puis le travail les a rappelés. Les appels sont devenus moins fréquents. Les visites se limitaient aux vacances, puis même pas à toutes les vacances. Des années passaient sans que je voie mes petits-enfants. J'envoyais des cartes d'anniversaire avec des chèques de $50, des cadeaux de Noël soigneusement choisis. Je recevais des SMS en retour. Merci, maman. Bien reçu. Jamais d'appel téléphonique, jamais de photos. Je me disais que c'était normal. Les enfants grandissent, déménagent, construisent leur propre vie. Je n'allais pas être cette mère qui se plaint. J'avais des amis qui le faisaient, et leurs enfants s'éloignaient encore plus. Alors, je me suis tu. J'étais bénévole à la bibliothèque locale 3 matins par semaine, j'ai rejoint un club de lecture, j'ai pris des cours d'aquarelle au centre communautaire. Je restais occupé, mais seul. C'est exactement ce que j'étais. La maison semblait énorme, résonnant de souvenirs. Je passais devant les anciennes chambres des garçons, laissées exactement comme ils les avaient quittées, et je sentais l'absence comme un poids sur ma poitrine. Je préparais le dîner et je réalisais que je faisais des portions pour 4 par habitude. Le silence était assourdissant. Puis, il y a 3 ans, je suis tombé. Stupide, vraiment. Fin octobre, les gouttières pleines de feuilles. Je m'en étais toujours occupé moi-même. Après la mort de Robert, j'ai engagé quelqu'un les 2 premières années. Mais cela me semblait un gaspillage pour quelque chose que je pouvais gérer. J'étais donc là, à 70 ans, sur une échelle. Je me suis penché trop loin, cherchant à atteindre des feuilles mouillées. L'échelle a glissé, et je suis tombé lourdement sur le béton. Ma hanche a pris le choc. La douleur était écrasante. Ma voisine, Patricia, m'a entendu crier et a appelé le 911. L'hôpital a dit que j'avais de la chance que rien ne soit cassé. Des lésions des tissus profonds, ont-ils appelé ça. Mais à 69 ans, la guérison n'est pas rapide. Le médecin a été direct. Vous aurez besoin d'aide à la maison.
Des semaines, peut-être des mois. La famille peut-elle venir? J'ai appelé Daniel depuis mon lit d'hôpital. Maman, je suis débordé, a-t-il dit. J'entendais le cliquetis d'un clavier en arrière-plan. Nous lançons un nouveau produit, des journées de 14 heures. Peux-tu engager quelqu'un? Je peux envoyer de l'argent si tu en as besoin. Je n'avais pas besoin d'argent. J'avais besoin de mon fils, mais je n'ai rien dit. J'ai appelé Andrew. Maman, la mère de Jessica est chez nous. Elle a été opérée. La maison est pleine pour un autre mois. Il y a des agences pour ça. Des aides-soignants professionnels. C'est probablement mieux de toute façon. Des aides-soignants professionnels, probablement mieux de toute façon. Traduction, tu n'es pas notre responsabilité. C'est à ce moment-là que Maria Rodriguez est entrée dans ma vie. L'agence l'a envoyée le jour où je suis rentré à la maison. 54 ans, veuve, 20 ans comme aide à domicile. Dès le premier jour, quelque chose a semblé différent. Elle ne faisait pas seulement son travail. Elle se souciait de moi. Chaque matin à 8 heures précises, elle arrivait. M'aider avec ce que je ne pouvais pas gérer. Les médicaments, les repas, mais elle me parlait aussi. Vraiment parler. Elle me posait des questions sur ma vie, mes intérêts, mes histoires. Me montrait des photos de ses enfants. Me parlait de son défunt mari, Carlos, mort dans un accident de chantier il y a 12 ans. Deux veuves comprenant ce que signifiait perdre son partenaire. Nous sommes devenus amis. Pas employeur et employé, amis. 3 mois plus tard, quand j'étais assez rétabli pour ne plus avoir besoin d'aide quotidienne, je lui ai demandé de rester, juste 2 fois par semaine pour le gros ménage et pour la compagnie. Elle a accepté immédiatement. Ces visites sont devenues ce que j'attendais avec le plus d'impatience. Elle se souvenait de petites choses, comment je prenais mon café, mon allergie aux fruits de mer, que j'aimais les romans policiers, mais rien de trop violent. Elle m'apportait des livres qu'elle trouvait dans des braderies. Quand elle faisait des tamales en plus, elle les partageait. Pour mon 70e anniversaire, elle a organisé une fête, invité mon club de lecture, mes voisins, mes amis de la bibliothèque. Mes filles sont appelées mais ne sont pas venues. Maria a préparé un gâteau elle-même, a décoré ma maison. M'a fait sentir que je comptais. Cet anniversaire a été le moment où tout s'est cristallisé. J'avais élevé 2 fils pendant des décennies, et il passait peut-être un appel par mois. Cette femme, qui ne me devait rien, a montré plus de gentillesse constante en quelques mois que mes enfants en des années. Je ne dis pas que mes fils étaient des gens horribles. Ils payaient leurs factures, élevaient leur famille, et excellaient probablement au travail. Ils ne pensaient juste pas beaucoup à moi. J'étais devenu un bruit de fond. La mère, qui était toujours là, toujours bien, n'ayant jamais besoin de rien. Il y a environ 2 ans, les fissures ont commencé à apparaître plus clairement. Andrew a appelé un mardi après-midi. Moment inhabituel. Sa voix avait ce ton. Il avait besoin de quelque chose. Je suis dans une situation difficile, maman. Un investissement immobilier a mal tourné. L'entrepreneur a disparu à mi-parcours avec une partie de l'argent. Je suis coincé avec une maison inachevée et des acheteurs qui menacent de me poursuivre. J'ai besoin d'environ $20 000 pour un nouvel entrepreneur. $20 000. Je suis resté assise, digérant ce chiffre. C'est une somme considérable, Andrew. Je sais, mais l'assurance vie de papa t'a laissé à l'aise, non? La maison est payée. Tu es tranquille. Je te rembourserai dans 6 mois. Promis. Avec intérêt si tu veux. J'avais l'argent. L'assurance de Robert et nos économies me mettaient en sécurité. Quelle sorte de mère refuse d'aider son fils en crise? Je ferai le virement demain. Merci, maman. Tu me sauves la vie. J'ai envoyé $20 000 le lendemain, regardant le solde de mon compte baisser. Ça piquait, mais c'était mon fils. C'est ce que font les mères. 6 mois ont passé. 1 an, pas $1 de remboursé. Lors d'un appel de Noël, j'en ai parlé gentiment. Il est immédiatement devenu sur la défensive. Maman, j'ai à peine la tête hors de l'eau. Tu n'es pas en difficulté, n'est-ce pas? Tu as l'argent de l'assurance, pas d'hypothèque. J'ai 3 enfants, une femme, une hypothèque monstre. Donne-moi du temps. Que pouvais-je dire? Il me faisait passer pour une avare de demander.
6 mois plus tard, Daniel a appelé. Sa fille avait besoin d'aide pour les frais de scolarité. Il nous manque 15 000 $ pour la première année d'Emily. C'est ta petite fille, maman. Son avenir. L'aide financière n'était pas suffisante. J'ai envoyé 15 000 $. Je ne les ai jamais revus. Quand j'ai finalement demandé, sa réponse a fait écho à celle d'Andrew. Maman, tu es dans une maison payée. Nous avons des hypothèques, des enfants, des dépenses. C'est ce que la famille fait. Ce que la famille fait. Mais l'aide ne circulait que dans un sens. Pendant ce temps, Maria continuait d'apparaître 2 fois par semaine comme une horloge. Quand j'ai attrapé une mauvaise grippe, elle est venue tous les jours jusqu'à ce que je sois rétabli, refusant tout paiement supplémentaire. Tu es mon ami. Les amis prennent soin les uns des autres. Quand mon chauffe-eau a inondé le sous-sol, elle m'a mis en contact avec son neveu, qui l'a réparé au prix coûtant, sans survente. Quand je me sentais particulièrement déprimé autour de l'anniversaire de la mort de Robert, elle m'a emmené déjeuner et m'a laissé parler pendant des heures. J'ai commencé à réfléchir sérieusement à l'avenir. J'avais 71 ans, en assez bonne santé, mais la mortalité n'attend pas. Que se passerait-il si je tombais vraiment malade, si j'avais besoin de soins sérieux? Mes fils viendraient-ils? Laisseraient-ils tomber leur vie pour moi comme j'avais tout laissé tomber pour eux? Je connaissais la réponse. Je la connaissais depuis un certain temps, mais je continuais à l'éviter. Ils me trouveraient un établissement, me rendraient visite occasionnellement par obligation. Je mourrais entouré d'étrangers pendant qu'ils continueraient leur vie bien remplie, se sentant peut-être coupables, mais pas assez pour changer quoi que ce soit. Cette prise de conscience m'a conduite au bureau de James Thornton. Il était mon avocat depuis la mort de Robert, s'occupant de tout, de l'assurance vie au testament. Je lui faisais confiance, ce qui comptait pour ce que j'allais faire. Claire, dit-il quand je lui ai expliqué mon plan, je dois être absolument certain que vous comprenez bien. Vous voulez transférer l'acte de propriété de votre maison à quelqu'un en dehors de votre famille. Elle est de la famille, ai-je dit fermement. Plus famille que le sang ne l'a été. Il s'est adossé, m'étudiant. Je ne juge pas. Mais une fois que vous aurez signé, la maison appartiendra légalement à Maria Rodriguez. Vous aurez un droit viager vous permettant d'y vivre aussi longtemps que vous le voudrez, mais la propriété lui sera transférée. Vos fils n'en hériteront pas, êtes-vous parfaitement clair là-dessus? Clair comme de l'eau de roche. Il a exposé toutes les implications. Les détails du droit viager, les impôts fonciers, comment cela ne pourrait pas être facilement annulé. Il m'a prévenu que mes fils pourraient le contester, pourraient être contrariés, que la dynamique familiale changerait de façon permanente. Et vos fils? A-t-il finalement demandé. Et alors? C'est ma maison, ma décision. Elle n'a jamais été la leur au départ. Il n'a pas insisté davantage, me connaissant assez bien pour reconnaître quand ma décision était prise. Très bien, je préparerai les documents, mais Claire, je recommande une étape supplémentaire. Une évaluation psychologique documentant votre santé mentale vous protégera, vous et Maria, si vos fils contestent cela. J'ai accepté. J'ai rencontré une psychologue qui m'a posé de nombreuses questions sur mon raisonnement, mes relations avec mes fils et Maria, ma compréhension des conséquences. Elle a déterminé que j'étais tout à fait compétente, prenant cette décision en pleine conscience. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de James avec Maria à mes côtés. Il a tout expliqué à nouveau. Avant qu'il ait fini, elle pleurait. Je ne peux pas accepter ça, a-t-elle dit, la voix brisée. C'est trop. C'est votre maison. C'était ma maison, ai-je corrigé doucement. Tu en as refait un foyer. Il y a une différence. Je dois savoir que lorsque je ne pourrai plus prendre soin de moi, je ne serai pas entreposé dans un établissement quelconque et oublié. J'ai besoin de quelqu'un qui se soucie vraiment de moi. Tu m'as donné plus en 2 ans que la plupart des gens ne reçoivent en une vie. La dignité, l'amitié, des raisons de me lever en ayant hâte à la journée. Cette maison, ce sont des murs et un toit. Tu lui as donné un sens. Elle a essayé de refuser plusieurs fois, inquiète des apparences, de ce que diraient mes fils, de savoir si elle profitait de la situation. James l'a assuré que tout était légal et en règle. Je l'ai assuré que c'était ce dont j'avais besoin. Finalement, les larmes coulant, elle a accepté. Nous avons signé les papiers un jeudi après-midi de mars. La maison que Robert et moi avions achetée il y a 43 ans, où j'avais élevé mes enfants,
contenant tous les souvenirs de ma vie d'adulte, est devenue celle de Maria. Une paix s'est installée en moi. Une paix plus profonde que je n'en avais ressentie depuis des années. L'incertitude sur mon avenir, sur qui prendrait soin de moi, s'est levée. J'avais pris une décision pour moi-même. Cela me semblait juste. Je n'ai rien dit à mes fils. Aucune raison de le faire. La maison n'avait jamais été la leur. C'était la mienne, à donner comme je le souhaitais. La vie a continué normalement après cela. Maria venait toujours 2 fois par semaine, bien qu'elle soit maintenant propriétaire de l'endroit. Cela n'a pas changé notre dynamique. J'étais bénévole, j'assistais au club de lecture, je prenais des cours d'aquarelle. J'avais fait la paix avec la distance de mes fils, j'avais cessé d'attendre un changement. Puis, il y a 4 mois, tout a explosé. Daniel a appelé un mardi soir. Je préparais des pâtes quand mon téléphone a sonné. Son nom sur l'écran m'a surprise. Ce n'était pas un jour férié, pas mon anniversaire. Inhabituel. Maman. Sa voix était tendue, crispée. Je dois te dire quelque chose. Mon estomac s'est noué. Ce ton ne précédait jamais une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai perdu mon travail. L'entreprise a fait une autre vague de licenciements la semaine dernière. 15 ans et ils m'ont juste mis à la porte. L'indemnité de licenciement n'est pas suffisante. Pas avec nos dépenses. J'ai ressenti une sympathie sincère. Perdre un emploi après si longtemps devait être dévastateur. Je suis vraiment désolé, Daniel. Comment tenez-vous le coup? Nous sommes stressés. Sarah travaille à temps partiel dans une clinique, mais ce n'est pas assez. Et maman, nous avons dû résilier notre bail. Le loyer à Seattle est insensé. Sans mon revenu, nous ne pouvons pas nous en sortir. Voilà. Je savais exactement où cela menait. Donc, on pensait qu'on pourrait peut-être rester chez toi un moment, juste le temps que je trouve quelque chose de nouveau. Quelques mois probablement. Les enfants pourraient mieux connaître leur grand-mère. Tu as 3 chambres, juste toi là-bas. C'est logique. Pas une demande, une supposition, un plan déjà fait. Daniel, nous devons en parler. Qu'y a-t-il à discuter? La frustration perçait dans sa voix maintenant. Tu as de la place. Nous sommes de la famille, maman. C'est ce que la famille fait. Encore cette phrase. Quand comptiez-vous venir? Le week-end prochain. Nous avons déjà presque tout emballé. On a un garde-meuble pour les meubles, mais nous avons besoin d'un endroit où atterrir le week-end prochain. Tout était décidé sans me le demander, sans considérer que je pouvais avoir ma propre vie, mes propres plans, mon autonomie. Juste l'hypothèse que je serais disponible, prête à tout bouleverser parce que c'est ce que font les mères. Mes mains tremblaient. J'ai posé ma cuillère de cuisine. Daniel, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? La maison n'est plus à moi. Silence. Un silence lourd et dangereux. Je pouvais l'entendre respirer, ses pensées s'emballant. Comment ça, pas à toi? J'ai transféré l'acte de propriété il y a 2 ans. J'ai un droit viager, donc je peux y vivre indéfiniment, mais je ne suis pas la propriétaire. Tu l'as donné à Andrew? Le volume augmentait à chaque mot. Es-tu sérieuse en ce moment? Tu lui as donné la maison. Je ne l'ai pas donnée à Andrew. Alors à qui? Il criait maintenant. À qui diable as-tu donné notre maison? Ce n'était pas votre maison, Daniel. C'était la mienne, et je l'ai donnée à quelqu'un qui la méritait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui l'a mérité? Maria, mon aide-soignante. L'explosion a été immédiate. Tu as donné notre héritage à ta femme de ménage? As-tu perdu la tête? Elle t'a manipulé. C'est de la maltraitance des personnes âgées. C'est ma décision. Je l'ai coupée, la voix stable malgré mes mains tremblantes. Prise avec un conseil juridique complet et une évaluation psychologique confirmant ma compétence. Maria a été plus une famille en 2 ans que vous ne l'avez été en 10. J'appelle Andrew. Il a raccroché. En moins d'1 heure, les deux m'avaient en conférence téléphonique. Tous deux furieux. Tu as donné notre maison à une étrangère, a exigé Andrew. Ce n'est pas une étrangère, et ce n'était jamais votre maison. Nous sommes tes fils, a crié Daniel.
Cette maison aurait dû nous revenir. C'est notre héritage. Pourquoi? J'ai gardé ma voix calme, ce qui a semblé les exaspérer davantage. Donnez-moi une seule raison pour laquelle vous la méritiez. Parce que nous sommes ta famille. Vous êtes ma famille quand vous avez besoin de quelque chose, ai-je dit doucement. Où étiez-vous quand je suis tombé et que je ne pouvais plus marcher? Où étiez-vous pendant les vacances? Où étiez-vous quand j'ai posé des questions sur l'argent que vous aviez tous les deux promis de rembourser? Vous êtes ma famille quand c'est pratique, quand il y a quelque chose à y gagner pour vous. Ce n'est pas la famille. C'est de la biologie. Nous avons nos propres vies, a dit Andrew. Nous ne pouvons pas tout laisser tomber pour te garder. Voilà. Garder. Comme si prendre soin de sa mère était une corvée, un inconvénient à ressentir. Je ne vous ai jamais demandé de me garder. Je vous ai demandé d'être mes fils. Il y a une différence. Vous avez fait votre choix il y a longtemps. J'ai finalement fait le mien. C'est de la folie, a dit Daniel. Elle t'a préparé à ça. Elle l'a probablement planifié depuis le début. Nous allons prendre un avocat. Nous allons contester ça. Allez-y, ai-je dit calmement. James Thornton a tout préparé. J'ai été évalué psychologiquement pour garantir ma santé mentale, avec un conseil juridique complet tout au long. Tout est en règle, légal, contraignant. Vous ne gagnerez pas. Mais gaspillez votre argent à essayer si ça vous fait du bien. On verra bien, a grogné Andrew. Tu nous as élevés. C'est vrai. C'était ton travail. Ce que font les parents. On ne reçoit pas de médaille pour faire ce qu'on est censé faire. Et on n'a certainement pas le droit de jeter notre héritage parce qu'on ne t'a pas assez rendu visite. Les mots flottaient dans l'air. C'était ton travail. On ne reçoit pas de médaille pour faire ce qu'on est censé faire. Voilà, ai-je dit doucement. C'est ce que vous pensez vraiment. Vous élever n'était qu'un travail. Quelque chose que j'étais censé faire. Pas différent de si j'avais été engagé. Je ne le pensais pas comme ça, a rétropédalé Andrew, entendant comment cela sonnait. Si, tu le pensais. Et vous avez raison. C'était un travail. Une vingtaine d'années de travail non rémunéré. Je viens de m'offrir un plan de retraite. Je me suis offert la tranquillité d'esprit. Je me suis offerte quelqu'un qui se soucie vraiment de savoir si je suis vivante ou morte. Bonne chance avec votre avocat. Au revoir. J'ai raccroché, j'ai éteint complètement mon téléphone. Mes mains tremblaient, mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Mais sous l'adrénaline, sous la confrontation, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Je m'étais enfin défendu après des décennies à plier. J'ai appelé Maria, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle est arrivée en 30 minutes, bien que ce ne soit pas son jour prévu. Elle n'a pas dit grand-chose, s'est juste assise avec moi, m'a tenu la main pendant que je digérais tout. Ai-je fait ce qu'il fallait, ai-je demandé. Tu as fait ce qui était courageux, a-t-elle dit doucement. C'est encore mieux. Mais ce n'était pas fini. Daniel s'est quand même présenté. Le samedi suivant, exactement comme il l'avait prévu, un camion de location s'est garé devant la maison. Je l'ai observé depuis la fenêtre du salon, lui, Sarah et leurs 2 enfants en descendre. Il a eu l'audace de commencer à décharger des cartons sur mon allée. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse sonner. Vous devez partir, ai-je dit. Maman, allez. Ne sois pas comme ça. Il essayait de paraître raisonnable, mais la colère brûlait dans ses yeux. On peut trouver un arrangement. Tu ne peux pas simplement nous renvoyer. Il n'y a rien à arranger. Ce n'est pas ma maison pour que je vous l'offre. Où est cette Maria? Il a regardé par-dessus mon épaule dans la maison. Je veux lui parler, entendre sa version de cette arnaque. Elle n'a arnaqué personne, Daniel. Elle l'a mérité par des soins réels et une présence constante. Elle travaille en ce moment chez un autre client, faisant ce qu'elle fait de mieux, prendre soin des gens. Quelque chose que tu pourrais essayer un jour. Sarah s'est avancée, tentant une approche plus douce. Claire, s'il te plaît. Nous avons des enfants. Nous n'avons nulle part où aller. Ne pouvons-nous pas simplement parler à l'intérieur? Vous avez eu des mois pour trouver une solution, ai-je dit, pensant chaque mot. Daniel savait qu'il allait perdre son emploi.
Vous avez tous les deux eu le temps de faire des plans, de trouver des solutions. Les choix qui vous ont mené ici ne sont pas de ma responsabilité. Vous avez supposé que vous pouviez venir parce que vous pensiez que je n'avais pas d'autre choix que de vous accueillir. Vous aviez tort. Nous sommes de la famille, la voix de Sarah s'est brisée. J'ai vu des larmes. Un instant, j'ai presque vacillé. Presque. Alors agissez comme tel, ai-je dit fermement. La famille ne se présente pas seulement quand elle a besoin de quelque chose. La famille ne vous traite pas comme un travail qu'elle a quitté il y a des années. La famille ne calcule pas ce qu'elle peut extraire de vous, puis disparaît jusqu'à la prochaine crise. La famille est là. Pas seulement quand c'est pratique, pas seulement quand elle est désespérée. Elle est là. Le visage de Daniel est devenu rouge. La colère pure remplaçant toute tentative de raisonnement. Tu vas le regretter. Tu finiras seul, misérable, sans personne à blâmer que toi-même. Je préfère être seul que d'être manqué de respect dans ma propre maison, ai-je dit. Et je ne suis pas seul. C'est ce que vous ne comprenez pas. J'ai des gens qui se soucient vraiment de moi. Ils ne sont juste pas liés par le sang. Maintenant, s'il vous plaît, partez ou j'appelle la police. Tu appellerais les flics sur ton propre fils? Vous êtes en violation de propriété sur un bien qui ne m'appartient pas. Donc, oui, je le ferai. Ils sont partis. Les cartons sont retournés dans le camion. Leurs enfants avaient l'air confus et contrariés. Je me suis senti mal pour ça, mais pas assez pour changer d'avis. Je les ai regardés s'éloigner et j'ai fermé la porte. Puis je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement. Du soulagement de m'être enfin défendu après une vie à être considérée comme acquise. Maria est revenue ce soir-là. Elle a apporté de la soupe qu'elle avait préparée, s'est assise avec moi pendant que je mangeais. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Pas besoin. Sa présence suffisait. Ils essaieront probablement de contester légalement, ai-je dit finalement. Laisse-les essayer, a-t-elle dit. Tu as tout fait correctement. Ils n'ont aucune chance. Elle avait raison. Les appels d'avocats sont arrivés ensuite, exactement comme prévu. Andrew a engagé un avocat qui a envoyé des lettres de menaces sur l'influence indue, la contestation de la compétence mentale, l'exploitation de personnes âgées vulnérables, tous les arguments prévisibles. James Thornton a géré cela magnifiquement. Il a répondu avec l'évaluation psychologique, la documentation de tout le processus, la preuve que j'avais agi en pleine conscience et avec un conseil juridique approprié tout au long. L'avocat a essayé de soutenir que Maria m'avait manipulé, mais il n'y avait aucune preuve parce que cela ne s'était pas produit. Chaque interaction que nous avions eue était documentée. D'abord par l'agence, puis par notre amitié. Il y avait des témoins. Mes amis du club de lecture pouvaient témoigner de notre relation sincère. Mes voisins avaient vu notre amitié se développer naturellement au fil des ans. Les lettres de menaces citaient des cas d'exploitation par des aides-soignants, exigeaient que le transfert de l'acte de propriété soit annulé, menaçaient d'une action en justice. James a répondu à chacune d'elles méthodiquement, cliniquement. Il a inclus le témoignage de ma psychologue, les dossiers médicaux montrant que j'étais en bonne santé, compétente, d'un esprit tout à fait sain, les relevés bancaires prouvant que Maria n'avait jamais accédé à mes comptes, n'avait jamais demandé d'argent, ne m'avait jamais fait de pression financière. Il a inclus des déclarations de voisins. Patricia, la voisine, a écrit sur la façon dont elle avait vu Maria s'occuper de moi après ma chute, comment elle avait vu notre amitié s'épanouir, comment elle avait vu Maria refuser un paiement supplémentaire à plusieurs reprises. Mes amis du club de lecture ont écrit sur leur rencontre avec Maria à ma fête d'anniversaire, sur la sincérité de notre lien, sur le fait que Maria se souciait clairement de moi en tant que personne. L'avocat a continué à insister pendant 6 semaines, à envoyer des lettres de plus en plus agressives, à exiger des réunions, à menacer de me faire déposer, de faire déposer Maria, de tout porter devant les tribunaux. Puis, soudain, le silence. Les lettres ont cessé. Plus d'appels, rien. James m'a appelé un mercredi après-midi. Ils ont abandonné, a-t-il dit. L'avocat d'Andrew lui a probablement dit la vérité. Ils n'ont aucune chance. Vous avez été évalué. Tout a été fait correctement, et il n'y a aucune preuve de manipulation ou d'influence indue. Ils jetteraient de l'argent par les fenêtres en poursuivant. Donc, c'est fini. C'est fini. La maison appartient légalement et définitivement à Maria. Vos filles ne peuvent pas y toucher.
J'ai senti un poids se lever que je ne réalisais même pas que je portais. La menace légale planait en arrière-plan, une anxiété de bas niveau avec laquelle je vivais. Maintenant, elle avait disparu. Mais quelque chose d'autre aussi. Les appels téléphoniques de mes fils ont complètement cessé. Pas seulement réduits, arrêtés. Plus de SMS, plus de messages occasionnels comment ça va, rien. Silence radio. J'ai attendu le chagrin. J'ai attendu de ressentir la perte de mes enfants, la finalité de relations rompues, j'ai attendu que le regret s'insinue, que le doute sur le bien fondé de ma décision s'installe. Il n'est jamais venu. Au lieu de cela, je me sentais plus légère, comme si j'avais porté un poids si longtemps que je pensais qu'il faisait partie de moi. Et maintenant, je l'avais enfin déposé. Le poids de l'obligation, le poids d'attendre qu'il se soucie de moi, le poids d'espérer que les choses changeraient. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone en espérant voir leur nom sur l'écran. J'ai arrêté de composer des SMS que je n'envoyais jamais. J'ai arrêté de répéter des conversations où je m'expliquais où ils finissaient par comprendre. Si vous regardez ceci et que vous êtes resté avec moi jusqu'à présent, merci. Si cette histoire résonne en vous, si vous avez ressenti ce genre de douleur de la part de personnes qui devraient vous aimer, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Aucun de nous ne l'est. Maria a remarqué le changement en moi. Tu sembles différente, a-t-elle dit un après-midi alors que nous prenions un café dans ma cuisine. Notre cuisine, techniquement, mais elle me semblait toujours être la mienne, la nôtre. Je me sens libre, lui ai-je dit honnêtement. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je me sens libre. Elle a souri, comprenant sans avoir besoin d'explication. Nous en avions assez parlé au fil des mois. Elle savait ce que le rejet de mes fils signifiait, à quel point cela faisait mal, mais aussi à quel point cela clarifiait les choses. Tu leur as tout donné, a-t-elle dit. Ton temps, ton argent, ton énergie, ta vie, et ils ont tout pris comme leur dû. Tu ne leur dois plus rien. Elle avait raison. J'avais donné à mes fils tout ce qu'une mère pouvait donner. Sacrifier ma carrière, mes rêves, ma sécurité financière, contracter des prêts pour leur éducation, leur ai envoyé de l'argent qu'ils n'ont jamais remboursé, me suis présenté pour eux à plusieurs reprises alors qu'ils ne pouvaient pas prendre la peine de se présenter pour moi. La vie a continué. Maria et moi sommes tombés dans de nouveaux rythmes. Les visites 2 fois par semaine sont devenues 3 fois par semaine, non pas parce que j'avais besoin de soins, mais parce que nous apprécions la compagnie l'une de l'autre. Elle a commencé à amener sa fille parfois, une charmante femme nommée Sophia, qui travaillait comme enseignante. Sophia me racontait des histoires sur ses élèves, me montrait des dessins que ses enfants avaient faits. J'ai rencontré le fils de Maria, Miguel, qui travaillait dans la construction comme son défunt père. Il est venu un samedi pour réparer une planche lâche sur les marches de mon Porsche, a refusé tout paiement. Vous êtes de la famille maintenant, a-t-il dit simplement. Ce mot, famille, de la part de quelqu'un qui n'avait aucune obligation biologique de me considérer comme tel. Thanksgiving approchait, mon premier sans même le prétexte des appels de mes fils. Je me suis préparé à la tristesse, à ce sentiment de vide des vacances seules. Maria m'a appelé le mardi avant Thanksgiving. Que fais-tu jeudi, a-t-elle demandé. Rien de spécial. Probablement faire une petite dinde, regarder un peu la télévision. Non, a-t-elle dit fermement. Tu viens chez moi. Sophia cuisine. Miguel et sa femme seront là avec leurs enfants. Nous avons beaucoup de place. Tu viens. Maria, c'est votre temps en famille. Notre famille, a-t-elle interrompu. Arrête de discuter et sois là à 14 heures. J'y suis allé, suis entré dans la modeste maison de Maria ce jeudi après-midi et j'ai été enveloppé de chaleur. L'odeur de la dinde rôtie. Le son des enfants qui rient. L'espagnol et l'anglais se mêlant dans la conversation. Sophia m'a serré dans ses bras à la porte. Les enfants de Miguel m'ont appelé, Abuela Claire, un titre qui m'a fait piquer les yeux de larmes. Nous avons mangé jusqu'à être rassasiés, raconté des histoires, ri. Sophia m'a posé des questions sur mes aquarelles, sincèrement intéressée. Miguel m'a posé des questions sur Robert, sur comment il était, écoutant attentivement mes souvenirs. Sa femme voulait en savoir plus sur mon club de lecture, sur ce que nous lisions. Ils m'ont fait une place à leur table, non par obligation, mais par une chaleur sincère. Je n'étais pas la femme âgée qu'ils se sentaient obligés d'inclure. J'étais quelqu'un qu'ils voulaient là.
C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris la différence entre être voulu et être une obligation. Mes fils m'avaient vu comme une obligation pendant des années, quelque chose qu'ils devaient gérer, avec laquelle ils devaient composer de temps en temps, qu'ils devaient garder dans leur vision périphérique par devoir. La famille de Maria me voulait là, me voyait comme quelqu'un qui ajoutait quelque chose à leur rassemblement, pas quelqu'un qui nécessitait un accommodement. Je suis rentré chez moi ce soir-là, me sentant comblé d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nourriture. J'avais passé Thanksgiving entouré d'amour. D'amour véritable. Celui qui se manifeste, qui fait de la place, qui célèbre votre présence. Cela fait maintenant 4 mois que Daniel a essayé d'emménager. 4 mois que mes fils m'ont dit que les élever n'était que mon travail. 4 mois que je me suis choisi. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail. Silence complet. J'imagine qu'ils racontent leur version à leurs amis, leurs femmes, peut-être même à mes petits-enfants. La mère ingrate qui a donné leur héritage à une étrangère. La femme égoïste qui a tourné le dos à sa famille. Laissez-les raconter l'histoire qui les aide à dormir. Je connais la vérité. J'ai été une bonne mère. Peut-être trop bonne. J'ai donné jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. Et ils ont appris à s'y attendre comme leur droit. Ils ont appris que mon amour était inconditionnel et illimité. Et je ne leur ai jamais appris la réciprocité, le respect mutuel, le fait d'être présent. C'est en partie de ma faute. Je l'ai permis en ne fixant jamais de limites, en ne disant jamais non, en exigeant jamais qu'ils me traitent avec une dignité de base. Mais je leur enseigne maintenant, même si la leçon arrive des décennies trop tard pour que notre relation se rétablisse. La maison semble différente maintenant, plus légère en quelque sorte. Maria et moi avons transformé l'ancienne chambre de Daniel en un atelier d'art pour mes aquarelles. La chambre d'Andrew est devenue une véritable chambre d'amis où Sophia séjourne parfois quand elle a besoin d'un week-end tranquille. Le musée de l'enfance de mes fils a disparu, remplacé par des espaces pour la vie réelle. Maria vit officiellement ici maintenant. Nous avons pris cette décision il y a 2 mois. Elle a vendu son logement plus petit et a emménagé. Nous sommes des colocataires au sens le plus vrai du terme. Elle utilise la chambre principale tandis que je préfère ma chambre plus petite. Nous partageons les tâches de cuisine, le ménage, tout. C'est une compagnie agréable, confortable, comme ce que j'imagine être d'avoir une sœur. J'ai 72 ans, il pourrait me rester 5 ans, ou 20. Personne ne le sait. Mais je sais comment je passerai le temps qui me reste, entouré de gens qui me choisissent, qui apprécient ma présence, qui sont là non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. La famille de Maria est devenue la mienne. Sophia appelle juste pour discuter de sa journée. Miguel s'arrête pour vérifier si quelque chose a besoin d'être réparé. Les petits-enfants me font des dessins qui couvrent maintenant mon réfrigérateur. Des œuvres d'art d'enfants qui me connaissent vraiment, qui ont hâte de me voir. Quand mon heure viendra, je partirai en sachant que je me suis défendu. En sachant que je n'étais pas seulement un travail que quelqu'un devait faire. En sachant que j'étais aimé sincèrement par quelqu'un qui n'avait aucune obligation de m'aimer. Mes fils se présenteront peut-être à mes funérailles. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, cela n'aura pas d'importance. Je serai entouré par la famille que j'ai choisie. La famille qui m'a choisi en retour. Le sang ne donne droit à la dignité de personne. C'est ce que j'ai appris. On peut aimer quelqu'un et refuser quand même de se laisser manquer de respect. On peut honorer le rôle que l'on a joué dans leur vie tout en reconnaissant qu'ils n'honorent pas le rôle qu'ils devraient jouer dans la vôtre. J'ai donné ma maison à la personne qui en a fait un foyer. Je me suis donné la paix. Et je n'ai absolument aucun regret. C'est mon histoire. C'est ma vérité. Et je suis enfin complètement en paix avec elle.